tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors aujourd'hui, une tactique un peu particulière puisque c'est une position tirée de la partie entre Judith Polgar et Molnar. Donc Judith Polgar avait 12 ans, petite précision intéressante au moment de la partie. Et ici, on va vous demander, les Noirs viennent de jouer le coup C5. Et on va vous demander de trouver non pas un gain clair comme d'habitude c'est le cas, mais plutôt trouver la meilleure suite qui va vous procurer un gros avantage. Mais c'est pas un gain clair, la partie a duré encore pas mal de coups. Donc voilà, les blancs jouent et prennent un gros avantage. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo, bien évidemment, à chercher par vous-même, et ensuite Laurent va tout nous expliquer, ou en tout cas nous montrer la suite de la partie jouée par Paul Gard. Alors, qu'est-ce qu'on constate avant de regarder la suite jouée par Judith? Nous sommes en présence d'une Française dans laquelle les pions D5 et E4 se sont échangés. Et Paul Gard, comme à son habitude, dès son plus jeune âge, a choisi l'une des suites les plus agressives, avec notamment le choix de mettre son roi à l'aile dame, pendant que son adversaire a mis le sien à l'aile roi. On sent que les blancs sont partis à l'attaque, hein. Ils ont déjà une dame sur G3 qui fait face à ce fameux roi. Le coup H4 a déjà été joué pour gagner le contrôle de la case G5, pour pourquoi pas arriver jusqu'en H6, ou enfin pour activer la tour le long de la troisième rangée par exemple. On a également avec les blancs le fou F4 qui peut se joindre à l'attaque via H6 ou E5, pourquoi pas, dans certains cas de figure. Le cavalier est plutôt en attente et a le défaut de gêner le fou F1. La dernière pièce dont je n'ai pas parlé, c'est la tour D1 qui, elle, a dans son viseur la dame D8, pardon, et c'est d'ailleurs un élément qu'il va falloir prendre en compte dans le calcul des variantes. Du point de vue des noirs, on est quand même relativement bien placé aussi, avec notamment ce fou sur F6 qui a dans son viseur le roc de l'adversaire, avec notamment en point de mire le pion B2. Par la même occasion, le fou participe quand même à la défense du petit roc, c'est même le défenseur principal du petit roc. La dame en D8, dont on vient de parler, est dans le viseur de la tour D1, donc en danger. En revanche, par leur dernier coup C5, les blancs se proposent d'ouvrir la colonne C, qu'ils vont ensuite pouvoir exploiter avec une tour évidemment, mais pourquoi pas aussi une dame qui pourrait arriver notamment via D7, C6 ou pourquoi pas arriver jusqu'en A4. Donc on a un certain potentiel avec les pièces lourdes, notamment lorsque la colonne C va s'ouvrir. Le fou B7, certes, n'est pas dirigé vers l'aile dame, mais pourrait se joindre à l'attaque via les cases D5 ou E4 à un moment donné. Et il y a une pièce que l'on pourrait un petit peu critiquer, c'est le cavalier A6, qui certes protège le pion C5 et pourrait entrer en jeu à un moment donné par cette case C5, mais dans l'immédiat, il est au bord, et comme on a l'habitude de dire dans les écoles d'échecs, cavalier au bord, cavalier qui dort, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle d'avoir une pièce endormie à ce moment de la partie. Alors, évidemment, Romu vous a mis au défi de trouver une suite qui va donner l'avantage aux blancs. Ce qu'il faut considérer tout de suite, c'est le coup D prend C5, qui est d'ailleurs le coup qui a été choisi par Judith Polgar. Mais avant de jouer un tel coup, il fallait avoir calculé pas mal de variantes concrètes. Donc pourquoi est-ce que D prend C5 est un coup critique, un coup candidat? Tout simplement parce qu'on exploite par cette découverte l'attaque de la dame D8 par la tour D1 dont on a déjà parlé. Alors, qu'est-ce qu'il fallait avoir calculé? Bien évidemment, le fait que si la tour attaque la dame, l'inverse est vrai également. Et donc, le roi C1, qui a pour mission de défendre cette tour, a aussi pour mission de défendre le pion B2, qui est dans le viseur du fou F6, comme on l'a déjà dit. Et donc ici, il fallait avoir pris suffisamment le temps de calculer ce qui se passait en cas de fou prend B2. Parce que si vous avez raté fou prend B2, ça signifie que vous avez joué un bon coup, mais sans faire exprès, donc vous n'avez pas joué un bon coup. Après fou prend B2 échec, roi prend B2 est le seul coup, et dame prend D1. C'est probablement ce qu'avait calculé Molnar. Comme tu nous as dit, Romu, ce joueur expérimenté affrontait une petite fille, il s'est peut-être dit elle va tomber dans ce piège basique, et je n'ai pas besoin de regarder plus loin, il s'est très probablement arrêté là dans ses calculs. Mais Polgar, qui était déjà une grande tacticienne, a vu beaucoup plus loin, et on espère que c'est également le cas de nos followers.
Donc, qu'est-ce qu'il fallait avoir vu après Dame prend D1? Eh bien, tout simplement en gagnant la qualité, les noirs ont aussi et surtout éliminé leur principal défenseur du roc, qui était le fou F6. Et désormais, les blancs peuvent passer à l'attaque avec le coup fou H6, qui menace tout basiquement mat en G7 et qui force surtout le coup G6. Alors arrivé là, Romu, les plus matérialistes d'entre nous auraient pris la tour, mais quand on est un joueur ou une joueuse d'attaque, comme Paul Gare, on ne va évidemment pas s'abaisser à récupérer cette qualité. Oui, bien sûr, parce que en jouant le coup G6 qui était forcé, les noirs ont affaibli gravement les cases noires. Et du fait de l'absence de fou de case noire dans le camp qui défend, nous renforce dans l'idée qu'il vaut mieux garder notre fou H6 pour essayer d'exploiter ces cases noires affaiblies et ne pas jouer le gourmand fou prend F8, puisqu'après tour prend F8, bon, probablement les blancs pourraient essayer de continuer avec des coups comme H5 pour essayer de faire quelque chose sur la colonne H. Mais le roi en B2 est quand même un peu ouvert. On n'a pas de menace directe. Le cavalier va venir sur C5, la tour sur C8. C'est probablement les noirs qui ont plus de chances de menacer des choses sur le roi blanc, d'autant plus que l'armée blanche n'est pas encore complètement mobilisée, avec notamment le fou F1 pardon, qui est encore un peu dans les starting blocks, et le cavalier E2 qui est un peu loin des événements. Donc, bien évidemment, on n'a pas fait tout ça pour aller prendre la qualité et ensuite se faire attaquer gratuitement, mais pour continuer l'attaque sur les cases noires. Et donc, on l'a bien compris, le point sensible des noirs, le point faible, c'est la case G7. Donc, ça tombe bien, la dame G3 est capable de viser cette case. Alors, non plus par G3, puisque maintenant G6 empêche l'attaque sur G7, mais par la case E5 en jouant le coup, donc dame E5, qui menace, encore une fois, mat sur G7 et qui force la réponse des noirs, à savoir F6. Ouais, on sent bien le manque de défenseurs autour du roi. Seuls les pions sont encore présents pour essayer de résister, et le reste de l'armée est un petit peu éparpillé et surtout n'arrive pas à travailler sur les cases noires autour du roi. Donc F6, effectivement, comme tu viens de le dire, est un coup forcé. Et après dame prend E6 échec, on sent que justement cette muraille de pions est en train de s'effriter et les noirs ont de moins en moins de possibilités pour se défendre. Alors en étant en échec, si on se contente de jouer roi H8, après dame E7, il va nous arriver pas mal de bricoles. On est menacé de mat sur G7 et le seul moyen apparent de défendre G7, ce serait de choisir tour G8, mais ici évidemment on serait mat en deux coups après dame prend F6, tour G7 et dame prend G7. Donc sur dame prend E6, seul coup tour F7, on sent bien que les noirs sont téléguidés, ils n'ont plus le choix depuis tout à l'heure. Et dans cette position, il fallait avoir compris que bien qu'on ait l'illusion que ça y est, ça s'arrête, notre attaque peut toujours être ravivée ou renforcée, on va dire, avec le coup cavalier C3. Alors il y a une petite fausse piste quand même qui se présente à nous. On pourrait penser au coup C6, en utilisant ce pion qui est resté en vie de façon un petit peu surprenante. On attaque le fou et notre espoir, c'est que l'adversaire, en sauvant ce fou, en le mettant sur C8, obstrue l'action de la tour sur la 8e rangée et nous permettent de faire un mat avec dame E8 suivi de dame prend F8. Mais les blancs, en jouant C6, laissent l'occasion à leur adversaire de repartir à l'attaque avec notamment la ressource cavalier C5 qui bien entendu attaque la dame, mais propose aussi des possibilités basées sur cavalier à 4 échecs, et on se rend compte par exemple après pion prend B7 qui attaque la tour A8, qu'il y aurait des idées de perpétuel après cavalier A4, roi B3 et cavalier C5. Alors, on ne cherche pas à être exhaustif dans cette variante parce que ce n'est pas la bonne variante pour les blancs, mais en analysant par vous-même, vous constaterez que les noirs arrivent à peu près à s'en sortir. Donc plutôt que C6, ici Paul Gare avait anticipé le fait qu'elle allait pouvoir renforcer son attaque en amenant de nouveaux participants à l'attaque. Alors quels sont ces participants? Évidemment, on pense au fou F1, qui a le potentiel de venir renforcer l'action de sa dame le long de la diagonale A2-G8. Pour cela, il faut enlever le cavalier. On veut le faire en gagnant un maximum de temps, puisque bien entendu, on ne veut pas que l'adversaire ait le temps de lancer son propre jeu. Et donc, ici, le bon coup qu'il fallait avoir vu, c'est cavalier C3,
qui gagne un tempo sur la dame et qui libère justement l'action de ce fou F1 vers la case C4. Alors au mu ici, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de cavalier prend C5. Non, cavalier prend C5, les Noirs pourraient se dire bon, bah, on m'attaque la dame, j'ai pas envie de la bouger, je vais faire une contre-attaque équivalente, à savoir attaquer moi aussi la dame avec cavalier prend C5. Mais malheureusement pour eux, ça ne fonctionne pas puisque les Blancs ont à leur disposition dame prend F7, échec, très important. Donc qui prend une tour sur échec, donc qui force roi prend dame, et ensuite seulement on prendrait la dame en D1, et donc on aurait une pièce de plus, et évidemment une position complètement gagnante. Ouais, cette technique, c'est le fameux desperado. Lorsqu'on s'apprête à faire un échange, on sait que notre dame est condamnée, va être prise, donc plutôt que de la laisser sur place et de se la faire prendre gratuitement, eh bien on la vend le plus chèrement possible, ici, en l'occurrence, contre une tour. Donc pas de blague avec du contre-jeu basé sur cavalier prend C5. Alors il faut que les noirs prennent la mesure des différentes menaces, à la fois cavalier prend D1, mais aussi et surtout fou C4. On a toujours C6 dans la besace aussi, donc il y a beaucoup de menaces contre les noirs, et c'est la raison pour laquelle Molnar n'a pas trop le choix, il a dû jouer dame D7, et ce qu'il fallait avoir vu avant même de jouer D prend C5, donc ça fait quand même pas mal de coups à l'avance, c'est que arrivé ici, les blancs peuvent se contenter entre guillemets d'échanger les dames. On va arrêter l'attaque vers le roc, tout simplement parce qu'il y a une surcharge ici possible. Les pièces noires sont mal placées, notamment le fameux cavalier A6 qu'on avait critiqué dans la présentation, et on va exploiter ce mauvais placement par le petit coup C6. Alors si vous aviez calculé jusqu'ici avant de jouer D prend C5, franchement chapeau parce que c'était loin d'être évident, et donc on comprend bien l'idée. Notre pion fait une fourchette entre la tour D7 et le fou B7. Le seul moyen de ne pas laisser ce pion prendre quelque chose, c'est de le prendre par nous-mêmes. Mais alors le fou a quitté son action défensive auprès du cavalier A6, et il ne reste plus au blanc qu'à ramasser le cavalier A6. La fumée se dissipe, et on constate que les blancs ont du matériel d'avance. Ils ont un fou et un cavalier face à une tour. Ce n'est pas un avantage qu'on pourrait appeler décisif, ce n'est pas une tour ou une dame d'avance, mais dans une position aussi ouverte, avec la paire de fous, pas mal de possibilités, peut-être vers le roc adverse, et surtout une position très saine avec les blancs. On se rend compte que l'avantage est quand même très grand, et la petite fille qui était Judith Polgar à l'époque a concrétisé son avantage. On peut montrer encore un petit coup quand même avec B5. Molnar s'est dit, je vais peut-être réussir à enfermer ce fou avec l'idée de tour B8, tour B6. Mais Polgar a été précise jusqu'au bout. Elle a commencé par tour E1 et après roi F7, A4. Le fou va pouvoir s'en sortir, notamment via C4, et les noirs ont abandonné quelques coups plus tard. Oui, une belle démonstration de la jeune Judith Polgar. Et donc l'énoncé était de trouver la meilleure suite pour les blancs qui leur procurait, on avait dit, pas forcément un gain, mais un gros avantage. Alors pourquoi on a parlé de gros avantages? Parce qu'après D prend C5, on comprend bien que l'idée de Molnar, lorsqu'il a joué ce coup C5, c'était de faire fou prend B2. Et donc l'idée était de trouver la réfutation de fou prend B2, ce que Polgar a fait. Mais évidemment, ça ne gagne pas en ligne, des prend C5. Les noirs pourraient juste accepter de jouer avec un pion de moins en sacrifiant, par exemple, avec dame C8, et accepter de gambiter le pion en cherchant de vagues compensations qui sont objectivement largement insuffisantes, mais au moins ça ne perd pas tout de suite et les noirs peuvent quand même encore jouer, même s'ils ont un pion de moins et pas forcément beaucoup de compensation. On pense notamment au coup fou G5 pour les blancs qui a l'air assez pénible et qui doit donner aux blancs au moins un gros avantage. Oui, tout à fait. Après, on comprend bien que Molnar n'avait pas joué C5 dans le but de sacrifier un pion. Il l'avait vraiment fait parce qu'il avait vu fou prend B2 et il s'était très probablement contenté de se dire la petite fille face à moi ne peut pas jouer pion prend C5, elle perd une qualité et puis je peux jouer mon coup. Donc il a été un petit peu naïf et il n'a pas saisi la portée de son calcul dans la mesure où pour pouvoir gagner une qualité, il éliminait la pièce défensive la plus importante, c'est-à-dire le fou B2. Le fou F6, pardon.
Non, mais c'est très important d'être, quand il y a une passe d'armes tactique comme c'est le cas là, après C5, D prend C5, c'est très important de pousser le calcul le plus loin possible. Et chaque fois que l'adversaire a un échec ou une menace grave, comme là c'était le cas avec fou H6 à la fin de l'échange fou prend B2 d'un prend D1 et à la fin les blancs ont fou H6 qui menace mat, c'est quand même quelque chose de très très important. Les blancs ont la possibilité de menacer mat en un coup, donc on ne peut pas s'arrêter à d'un prend D1 et dire c'est bon, j'ai une qualité plus. Il faut essayer de pousser le calcul plus loin et dire bon bah ok, qu'est-ce que les blancs peuvent faire. Donc là ils menacent mat en 1 et ensuite repousser le calcul un coup plus loin, un coup plus loin, un coup plus loin jusqu'à épuisement. Et là, certainement, Molnar a pas fait ce travail-là et s'est contenté juste de s'arrêter à dame prend B1 et de dire bon ok, j'ai une qualité de plus et ça devrait aller, quoi. Donc merci en tout cas Laurent pour cette présentation limpide et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous permettra de progresser notamment dans la tactique et dans le calcul. C'est un de nos objectifs sur cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Commentez, faites-nous vos retours. C'est avec plaisir qu'on y répondra de manière quotidienne. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À demain.